le sait, le monde des rencontres a complètement changé. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière nos écrans? Aujourd'hui, on va décortiquer la structure du marché de la séduction hétérosexuelle, mais avec des données, des chiffres bien concrets. Et on va voir que ces chiffres racontent une histoire assez inattendue. La façon de se rencontrer n'a jamais été aussi asymétrique. Voilà, cette phrase résume à peu près tout. En à peine une décennie, les applis de rencontre ont totalement rebattu les cartes. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette asymétrie? C'est justement ce qu'on va creuser ensemble. Allez, on commence avec la première partie, l'asymétrie du marché. Alors, ce concept, ça vient tout droit de l'économie. Mais en fait, il s'applique parfaitement au monde des rencontres hétérosexuelles aujourd'hui. Pour le dire simplement, ça veut dire qu'à effort égal, certains obtiennent énormément de résultats, pendant que d'autres, n'obtiennent presque rien. Et dans la pratique, voilà à quoi ça ressemble. D'un côté, pour une femme moyenne, c'est souvent l'abondance, parfois même une avalanche de choix. De l'autre, pour un homme moyen, c'est plutôt la rareté et une compétition vraiment, vraiment féroce. C'est ce déséquilibre de départ qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre tout ce qui va suivre. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Les chiffres. Parce que cette fameuse asymétrie, ce n'est pas juste un ressenti ou une impression. Non, c'est quelque chose de mesurable. Alors, voyons ce que les données nous disent vraiment. Premier chiffre, et il est fondamental, la démographie des applis. Sur Tinder, qui est la plus grosse plateforme, on trouve en moyenne 3 hommes pour une seule femme. 3 pour une. C'est un déséquilibre absolument énorme, qui crée mécaniquement une compétition intense côté masculin. Et bien sûr, cette compétition, on la retrouve direct dans les résultats. Les données des plateformes le montrent. En moyenne, un homme obtient un match sur moins de 5% de ses tentatives. Pour une femme, ce taux grimpe entre 20 et 40%. Le fossé est juste gigantesque. Et là, attention, on arrive au chiffre qui est sans doute le plus frappant. Il vient d'une étude d'Ocupid. Près de 80% des hommes sont considérés comme en dessous de la moyenne en termes d'attractivité par les utilisatrices. Ce que ça révèle, c'est une concentration extrême de l'attention sur un tout petit groupe de profils. Et la conséquence de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet 80-20. C'est-à-dire qu'une petite minorité d'hommes, les 20% jugés les plus désirables, captent en réalité 80% de toute l'attention féminine. Ce qui veut dire que l'immense majorité des autres hommes, ils doivent se partager les 20% restants. Ok, donc les chiffres sont là, ils sont clairs. La question qui vient tout de suite, c'est mais alors pourquoi est-ce que cette réalité est si peu discutée? Pourquoi c'est un tel non-dit dans le débat public? Alors, pourquoi ce silence? La réponse, ce n'est pas qu'on ignore les faits, c'est que cette réalité, elle dérange. Elle dérange profondément, parce qu'elle vient bousculer des récits sociaux auxquels on est très attaché. En fait, il y a plusieurs raisons à ce silence. D'abord, c'est politiquement inconfortable, ça contredit l'idée simple que les hommes sont toujours en position de force. Et puis, il y a un point crucial, on confond systématiquement le fait de décrire un problème avec le fait de le justifier. Or, poser un diagnostic, ce n'est pas excuser quoi que ce soit. Et puis, il y a ce mot. Un mot qui claque comme une insulte et qui sert souvent à clore la discussion. Incel, pour célibataire involontaire. C'est un terme puissant qui est devenu une arme pour disqualifier toute personne qui aborde le sujet. Le point clé ici, c'est que cette étiquette déplace complètement le débat. On ne discute plus des données, des dynamiques de marché, non. On attaque directement la personne qui en parle. On la traite d'aigrie, de misogyne. C'est une stratégie d'évitement pour ne pas avoir une conversation qui met tout le monde mal à l'aise. On arrive à la dernière partie. Quelles sont les conséquences de ce silence, de cet angle mort collectif? Parce que, bien sûr, ignorer un problème, ça ne le fait jamais disparaître. Généralement, ça ne fait que l'aggraver. Et à partir de là, on entre dans une sorte de réaction en chaîne, en effet pervers. Comme le débat public et rationnel n'a pas lieu, un vide se crée. Et ce vide, il est rempli par quoi? Par des discours extrêmes, souvent polarisants, qui sont les seuls à offrir une forme d'explication, même si elle est totalement biaisée. C'est vraiment le point essentiel à retenir de toute cette analyse. Le but n'est pas de chercher des coupables, de blâmer qui que ce soit. Il s'agit simplement de regarder la réalité en face, de comprendre la structure d'un système pour pouvoir peut-être en discuter plus sereinement, juste poser un diagnostic. On termine donc là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Quel est le plus grand danger au final? Reconnaître une réalité qui nous met mal à l'aise ou continuer à l'ignorer et en subir les conséquences? C'est une question qui nous invite à réfléchir au coût du silence quand il s'oppose aux faits.